Il y avait une femme dans le désert. Pas une prisonnière, pas une exilée. Elle portait une cuirasse sur les épaules, commandait des armées de dizaines de milliers d'hommes, parlait 5 langues, citait Homère et Platon lors de ses banquets, et regardait ses généraux dans les yeux avec l'autorité froide de quelqu'un qui n'a jamais douté une seule seconde de sa légitimité. Rome, à cette époque, gouvernait le monde connu. Et cette femme décida que ce n'était plus acceptable. Imaginez une cité surgissant du néant, au cœur d'une mer de sable et de silence, là où 2 empires se regardaient en chiens de faïence, sans jamais oser s'attaquer vraiment. Des colonnades de marbre blanc qui brillaient sous le soleil de Syrie comme des ossements géants. Des caravanes venant de Perse, d'Inde, d'Arabie, déversant leurs soies, leurs épices et leurs secrets dans ces marchés grondants. C'était une ville qui n'aurait pas dû exister. Et c'est précisément là que naquit la femme qui allait faire trembler l'empire le plus puissant de la terre. En moins de 3 ans, elle prit l'Égypte. Puis une grande partie de ce que Rome appelait son empire d'Orient. Les légions qui tentèrent de l'arrêter revinrent en lambeaux, ou ne revinrent pas du tout. Elle se proclama reine des reines, Augusta, héritière de Cléopâtre, égale des empereurs. Et Rome, pour la première fois depuis des siècles, ne sut quoi répondre. Pas à une femme. Pas à une reine venue du désert. Pas à elle. Son nom était Zénobie. Et l'histoire qu'on va vous raconter est celle que les vainqueurs ont fait tout leur possible pour réécrire, minimiser, déformer. Parce qu'il est très inconfortable, pour un empire bâti sur la force brute et la domination masculine, d'admettre qu'une femme l'a regardé droit dans les yeux et a failli le faire s'effondrer. Alors, ils ont raconté leur version. La version où elle était folle, manipulée ou simplement chanceuse. Mais les faits, eux, ne mentent pas. Ce qui s'est passé entre le désert de Palmyre et les rues de Rome entre les années 260 et 273 après Jésus-Christ est l'une des histoires les plus extraordinaires que l'Antiquité nous ait laissées. Une histoire de pouvoir, de trahison, de génie militaire et de survie. Une histoire où une femme a pris le monde dans ses mains, l'a serré aussi fort qu'elle a pu, et n'a lâché que lorsqu'on le lui a arraché de force. Voici l'histoire de Zénobie, reine du désert, ennemie de Rome. Il y a un détail que presque aucun manuel d'histoire ne mentionne. Quand l'empereur Aurélien rentra à Rome après avoir vaincu Zénobie, il organisa un triomphe. Un de ces défilés monstrueux où Rome célébrait ses conquêtes en faisant défiler ses prisonniers enchaînés devant une foule en délire. Et Zénobie était là, dans ce cortège, enchaînée, humiliée, vaincue. Mais voilà ce que les historiens romains eux-mêmes ont été obligés de noter. La foule, au lieu de la huer, la regardait en silence. Parce qu'elle avançait la tête haute, les chaînes en or qu'Aurélien lui avait imposées, des chaînes en or, pas en fer, comme si même dans la défaite, il ne pouvait pas se permettre de la traiter comme une ennemie ordinaire, brillant au soleil de Rome. Ce moment dit tout. Même enchaînée, même vaincue, même réduite à être un trophée de guerre, Zénobie refusait de jouer le rôle qu'on lui assignait. Mais revenons en arrière, parce que pour comprendre ce moment, il faut comprendre ce que Rome a essayé de faire avec la mémoire de cette femme après sa mort. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Les Romains avaient une pratique qu'ils appelaient la damnatio memoriae, littéralement la condamnation de la mémoire. Effacer quelqu'un de l'histoire, détruire ses statues, gratter son nom des inscriptions, brûler ses documents. C'était la punition ultime, pire que la mort, parce qu'elle condamnait une personne à n'avoir jamais existé.
Ils ne l'ont pas fait avec Zénobie. Et la question est, pourquoi? Pourquoi Rome, qui avait les moyens et les raisons d'effacer cette femme de la mémoire collective, a-t-elle choisi de la laisser dans les archives? La réponse à cette question révèle quelque chose de profond sur l'âge du pouvoir et sur la façon dont les empires traitent ceux qu'ils ne peuvent pas vraiment vaincre. Pour saisir l'ampleur de ce que Zénobie a accompli, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouvait le monde romain à ce moment précis. Nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ, et Rome est en train de se désintégrer de l'intérieur. En 50 ans, l'Empire a connu plus de 20 empereurs différents. 20. La plupart sont morts assassinés par leurs propres soldats. Les légions, jadis la machine de guerre la plus redoutable que le monde ait jamais vue, sont devenues des factions politiques armées qui vendent leur loyauté aux plus offrants. Les frontières s'effritent, les Perses attaquent à l'est, les barbares pressent au nord, et pendant ce temps, Rome se saigne elle-même dans des guerres civiles permanentes. C'est ce qu'on appelle la crise du IIIe siècle. Et si vous cherchez un empire à l'agonie, vous ne trouverez pas beaucoup mieux comme exemple dans toute l'histoire humaine. C'est dans ce contexte de chaos absolu qu'une femme, depuis une cité au milieu du désert syrien, décide de prendre ce que Rome ne peut plus défendre. Et elle ne le fait pas discrètement. Elle ne grignote pas des territoires en espérant que personne ne remarque. Elle envoie ses armées conquérir l'Égypte. L'Égypte, le grenier de l'Empire, la province la plus précieuse que Rome possédait, celle dont dépendait l'alimentation de la capitale. Puis elle pousse vers le nord, vers l'Anatolie, puis vers l'ouest. En 3 ans, Zénobie contrôle environ un tiers de l'Empire romain. Un tiers. Et elle ne s'en cache pas. Elle se fait appeler Augusta, titre réservé aux impératrices romaines. Elle fait frapper des pièces de monnaie à son effigie et à celle de son fils, comme le ferait un souverain légitime. Elle dit au monde entier « Ceci est mon empire, et Rome ne peut rien y faire ». Maintenant, arrêtons-nous une seconde, parce que je veux que vous mesuriez ce que cela signifie vraiment. Rome, à ce moment-là, avait des légions, des dizaines de légions, une bureaucratie rodée depuis 500 ans, une tradition militaire qui avait conquis tout le monde connu, et une femme issue d'une cité-État du désert, avec des ressources infiniment inférieures, leur prend un tiers de leur empire en 3 ans. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas le résultat d'une faiblesse passagère qu'elle aurait exploitée par hasard. C'est le produit d'un génie politique et militaire, d'une précision chirurgicale, exercée par quelqu'un qui avait étudié ses adversaires, compris leurs failles, et frappé exactement là où il fallait frapper. Et pourtant, si vous demandez à 100 personnes dans la rue de nommer de grandes figures féminines de l'Antiquité, 90 vous répondront Cléopâtre. Quelques-uns diront Boudica. Peut-être 1 ou 2 mentionneront Hypatie. Zénobie? Presque personne. Et ce n'est pas un accident. Ce n'est pas simplement parce que l'histoire a été mal enseignée ou parce que les sources manquent. C'est parce que la façon dont on raconte l'histoire choisit toujours, de mettre en avant certains personnages et d'en marginaliser d'autres. Et une femme qui a failli détruire Rome, pas par séduction, pas par alliance diplomatique, mais par la conquête militaire pure, est un personnage profondément inconfortable pour une certaine vision de l'histoire. Voici ce que cette histoire va vous apprendre, et je vous préviens, certaines de ces choses vont changer la façon dont vous regardez le monde antique. Vous allez découvrir comment une femme du IIIe siècle a construit l'un des empires les plus éphémères et les plus spectaculaires de l'Antiquité, en partant d'une ville caravane au milieu du désert. Vous allez comprendre les décisions militaires et politiques qui ont rendu cet empire possible, des décisions que n'importe quelle école de stratégie moderne étudierait encore avec intérêt. Et vous allez voir comment, même dans la défaite, Zénobie a réussi quelque chose que très peu de vaincus réussissent. Survivre. Et survivre avec une dignité que ses vainqueurs n'ont jamais pu lui arracher complètement.
Si vous pensez que vous connaissez cette histoire parce que vous avez entendu son nom une fois dans un cours d'histoire, je vous assure que vous ne la connaissez pas encore. Il y a une autre chose à dire avant de plonger dans le vif du sujet. L'histoire de Zénobie nous est parvenue presque entièrement filtrée par des sources romaines, c'est-à-dire par ses ennemis. Par les gens qui avaient toutes les raisons du monde de la peindre comme une usurpatrice, une folle, une femme dépassée par ses ambitions et manipulée par ses conseillers. Et même à travers ce filtre hostile, même à travers la plume de ceux qui voulaient la diminuer, la grandeur de ce qu'elle a accompli transparaît. Ce qu'elle était réellement, sans ce filtre, doit avoir été encore plus saisissant. Gardez ça en tête, parce que tout au long de cette histoire, chaque fois qu'une source romaine essaiera de nous dire qu'elle était ceci ou qu'elle n'était pas cela, il faudra se souvenir qui tient la plume. Et pourquoi. Fermez les yeux une seconde et imaginez ceci. Vous êtes un marchand venant de Perse, chargé de soieries et d'épices rares. Vous venez de traverser des centaines de kilomètres de désert, de sable brûlant le jour et glacial la nuit, de silence absolu ponctué seulement par le vent et le grincement de vos chameaux. Et puis, à l'horizon, quelque chose d'impossible apparaît. Des colonnes de marbre blanc, des dizaines, peut-être des centaines, qui s'élèvent vers le ciel comme les dents d'un géant enfoui dans le sable. Des temples, des palais, des fontaines, une ville entière surgissant du néant au milieu du désert syrien, comme si quelqu'un avait décidé que les règles de la géographie ne s'appliquaient pas ici. C'était Palmyre. Et c'était l'endroit le plus improbable du monde pour qu'un empire naisse. Palmyre n'était pas censée être une grande puissance. Géographiquement, elle était absurde. Aucun fleuve à proximité, aucune côte, aucune plaine fertile. Ce qu'elle avait, c'était une oasis, de l'eau dans un désert, et une position qui, par accident de géographie, la plaçait exactement au croisement des routes commerciales reliant Rome à la Perse, l'Arabie à l'Anatolie, l'Inde à la Méditerranée. Tout ce qui voyageait entre l'Orient et l'Occident passait par là ou pas loin. Et les Palmyréniens l'avaient compris très tôt. Au lieu d'essayer de cultiver une terre ingrate ou de piller leurs voisins comme tant d'autres peuples du désert, ils avaient décidé de faire quelque chose de plus intelligent, se rendre indispensables. Ils étaient devenus les intermédiaires obligatoires du commerce mondial antique, et ils s'étaient enrichis d'une façon qui défie l'imagination. Cet argent avait transformé Palmyre en quelque chose d'unique. C'était une cité où se mélangeaient des cultures, des langues et des religions qui ailleurs se regardaient en ennemis. Des marchands arabes, des aristocrates romains, des prêtres perses, des philosophes grecs. Tous coexistaient dans cette ville carrefour avec une pragmatique tolérance dictée non pas par l'idéalisme, mais par l'intérêt commercial. Quand tout le monde a besoin que les affaires fonctionnent, on apprend vite à mettre de côté ses préjugés. Palmyre avait ses propres dieux, un panthéon syncrétique où Bel côtoyait des divinités arabes et des influences iraniennes, et ses propres lois, et sa propre langue, l'araméen palmyrénien, même si elle utilisait le latin et le grec pour ses relations officielles avec Rome. C'était une civilisation hybride, et cette hybridité était précisément sa force. C'est dans ce terreau extraordinaire que Zénobie a grandi. Et je vais être précis ici, parce que les sources antiques sont frustrantes sur sa jeunesse. Nous ne savons pas avec certitude quand elle est née, ni exactement qui étaient ses parents. Ce que nous savons, c'est qu'elle appartenait à l'élite palmyrénienne, qu'elle a reçu une éducation qui aurait fait rougir la plupart des aristocrates romains, et qu'elle a grandi dans une ville où l'ambition n'avait pas de frontières géographiques. Elle parlait l'araméen, le grec, le latin et l'égyptien. Elle avait lu les philosophes grecs, les historiens romains, et connaissait les traditions intellectuelles de l'Orient. À une époque où la majorité des femmes, même parmi les élites, recevaient une éducation minimale destinée à en faire de bonnes épouses et de bonnes mères, Zénobie était en train d'apprendre à penser comme un stratège et à parler comme un diplomate. Mais voilà ce qui est fascinant dans ce que les sources rapportent sur sa jeunesse. Ce n'est pas son érudition qui les frappe le plus, c'est son rapport au corps et à la guerre. On dit qu'elle chassait à cheval dans le désert, qu'elle participait aux expéditions de chasse aux lions et aux panthères, qui étaient le privilège des élites orientales.
qu'elle supportait la chaleur, la fatigue et les privations mieux que beaucoup d'hommes de son entourage, qu'elle buvait avec ses généraux sans perdre la tête, ce qui dans l'Antiquité était considéré comme une forme de domination sociale autant que physique. Ces détails ne sont peut-être pas tous exacts dans leur formulation précise. Encore une fois, ce sont des sources romaines qui écrivent. Mais ils dessinent le portrait cohérent de quelqu'un qui avait compris très tôt que dans un monde dominé par les hommes et par la force, une femme qui voulait du pouvoir devait maîtriser les codes de ce monde mieux que ceux qui y étaient nés. Et puis il y a les revendications dynastiques, qui en disent long sur la façon dont Zénobie se percevait elle-même. Elle affirmait descendre de Cléopâtre. Pas métaphoriquement, littéralement, comme héritière de sang. Elle revendiquait aussi une filiation avec Didon, la reine légendaire qui avait fondé Carthage. Ce sont peut-être des constructions politiques plus que des réalités généalogiques. Mais regardez ce que ces revendications signifient. Zénobie se choisissait des ancêtres qui étaient des femmes de pouvoir, des bâtisseuses d'empire, des figures qui avaient défié Rome ou l'avaient égalée. Elle construisait une identité politique délibérément conçue pour dire « Il y a une tradition de femmes comme moi, et je m'inscris dans cette tradition ». C'est un acte de communication politique d'une sophistication remarquable. Il faut aussi parler de Palmyre comme entité politique, parce que cela conditionne tout ce que Zénobie va faire ensuite. La cité avait un statut ambigu vis-à-vis de Rome. Officiellement, elle était une ville romaine, une colonie qui avait reçu le droit romain sous l'empereur Caracalla au début du IIIe siècle. Mais dans les faits, Palmyre fonctionnait avec une autonomie considérable. Elle avait ses propres institutions, son propre conseil, ses propres troupes. Rome la laissait faire parce que Palmyre était utile. Elle servait de tampon entre l'Empire romain et l'Empire perse sassanide, ces deux colosses qui se regardaient depuis des décennies en évitant de trop s'affronter directement. Palmyre était le no man's land doré entre deux empires, et cette position lui donnait une liberté de manœuvre que peu de cités romaines possédaient. C'est ce monde-là que Zénobie a hérité. Un monde de compromis permanents, de loyautés multiples, de frontières floues entre ce qui était romain et ce qui ne l'était pas. Un monde où une femme intelligente, bien éduquée, consciente des forces en présence, pouvait potentiellement jouer un jeu que personne d'autre ne pouvait jouer. Parce qu'elle était à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du monde romain. Elle parlait sa langue, connaissait ses codes, pouvait naviguer dans ses structures, mais elle n'en dépendait pas existentiellement. Elle pouvait regarder Rome avec les yeux de quelqu'un qui a appris à la connaître, sans jamais lui appartenir vraiment. Et dans ce désert qui forgeait les caractères comme le feu forge l'acier, elle avait appris quelque chose que ses futurs adversaires romains n'avaient pas, que les empires, aussi puissants qu'ils paraissent, ont toujours des failles. Il suffit de savoir où regarder. Il y a un moment précis où Zénobie entre dans l'histoire officielle. Pas comme personnage principal, pas encore. Elle entre comme épouse, comme accessoire dynastique, comme la femme d'un homme important. Odenna, roi de Palmyre, chef militaire brillant qui avait su transformer sa cité en puissance régionale incontournable, l'avait choisie pour sa seconde épouse, probablement dans les années 250 après Jésus-Christ. Les sources ne nous donnent pas l'année exacte, ni les circonstances précises. Ce qu'elles nous donnent, c'est une image. Une femme jeune, cultivée, ambitieuse, qui entre dans le palais d'un homme de pouvoir et qui, très rapidement, cesse d'être un ornement pour devenir une partenaire. Et cette distinction entre ornement et partenaire est au cœur de tout ce qui va suivre. Odenna n'était pas un mari ordinaire, et Palmyre n'était pas une cour ordinaire. Pour comprendre le mariage de Zénobie, il faut comprendre ce qu'Odenna était en train de construire à ce moment-là. Rome était en crise, nous l'avons dit. Et la crise avait créé un vide à l'est que les Perses sassanides s'empressaient de combler. En 260, l'impensable s'était produit. L'empereur romain Valérien
avait été capturé par le roi perse Shapur Ier lors de la bataille d'Édesse. Capturé. Un empereur romain fait prisonnier par un ennemi étranger. C'était une humiliation d'une magnitude que Rome n'avait pas connue depuis des siècles, et elle avait paralysé l'Empire d'Orient pendant des mois. C'est dans ce moment de stupeur collective qu'Odeina avait agi. Avec ses troupes palmyréniennes, il avait attaqué l'armée perse alors qu'elle rentrait chargée de butin, infligeant des pertes sévères et stoppant net l'avancée de Shapur. Il avait sauvé l'Orient romain. Et Rome, reconnaissante et humiliée à la fois, lui avait accordé des titres et une autorité militaire sans précédent sur toute la région. Zénobie était là pendant tout cela. Et ce poids mérite qu'on s'y arrête, parce que les sources antiques, même les plus hostiles, ne peuvent s'empêcher de mentionner sa présence dans les campagnes militaires d'Odeina. Elle accompagnait son mari à la guerre. Pas dans un chariot confortable à l'arrière du convoi, à cheval, en armure, visible par les troupes. C'était un choix délibéré et profondément politique. Dans une culture militaire où la légitimité du commandement se construisait en partie sur la visibilité physique du chef, être là, présente, endurante, signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'elle apprenait, qu'elle observait comment les décisions se prenaient, comment les hommes étaient motivés, comment une campagne se planifiait et s'exécutait. Elle faisait son apprentissage de général pendant que personne ne la regardait vraiment, parce que tous les yeux étaient sur Odeina. Mais parlons de quelque chose que les historiens évitent souvent de formuler clairement. Le mariage de Zénobie avec Odeina n'était probablement pas une union sentimentale au sens moderne du terme. C'était une alliance politique, comme presque tous les mariages aristocratiques de l'Antiquité. Ce qui le rendait différent, c'est que Zénobie semble avoir refusé d'en rester à ce cadre étroit. Les sources romaines, encore elles, nous rapportent qu'elle était d'une chasteté presque ostentatoire, qu'elle refusait les relations conjugales, sauf dans le but de concevoir des enfants, et qu'elle gouvernait sa maison et sa cour avec une autorité qui n'avait rien de secondaire. Ces détails sont peut-être exagérés ou déformés, mais ils dessinent le portrait de quelqu'un qui avait compris que dans un monde où une femme pouvait être réduite à son corps et à sa fertilité, contrôler son image était une forme de pouvoir. Elle eut un fils avec Odeina, Vabalat, qu'elle appelait aussi Athénodorus dans les contextes hellénophones. Ce fils était crucial, parce qu'il était le lien dynastique qui lui permettrait de gouverner après la mort de son mari. Dans le monde antique, une femme ne régnait pas en son nom propre. Elle régnait au nom de son fils mineur. C'était la fiction juridique et politique acceptable. Zénobie le savait, et elle avait préparé l'avenir avec une précision qui suggère qu'elle avait pensé très tôt à ce scénario. Son fils fut éduqué comme un prince destiné à régner. Mais dans les faits, c'est sa mère qui tenait les rênes, et tout le monde à la cour de Palmyre le savait. Il y a un autre aspect de Zénobie que l'histoire populaire néglige, et c'est sa vie intellectuelle. Elle avait transformé sa cour en un véritable centre culturel. Elle avait attiré à Palmyre le philosophe Longin, l'un des plus grands intellectuels de son époque, spécialiste de rhétorique et de philosophie néoplatonicienne, qui devint son conseiller et, selon certaines sources, son précepteur dans l'art de la politique et de la persuasion. Elle correspondait avec des érudits, finançait des travaux philosophiques et participait elle-même aux débats intellectuels de sa cour. Ce n'était pas un hobby aristocratique pour meubler le temps. C'était une stratégie. Une souveraine qui maîtrisait la philosophie et la rhétorique pouvait négocier avec Rome sur son propre terrain. Une cour brillante attirait des talents, des allégeances et un prestige qui se transformait en puissance politique réelle. Et puis il y a la question des revendications de descendance, que nous avons évoquées, mais qui méritent une analyse plus poussée. Quand Zénobie se réclamait de Cléopâtre, elle ne faisait pas que flatter son ego. Elle envoyait un message politique très précis à l'Égypte, province qu'elle convoitait et qu'elle allait bientôt conquérir. Elle disait aux Égyptiens
Je suis votre héritière légitime, la continuation d'une lignée royale qui vous gouvernait avant que Rome vous impose ses empereurs. C'est exactement ce que font les conquérants intelligents. Ils ne se présentent pas comme des envahisseurs, ils se présentent comme des restaurateurs. Ce n'est pas une invasion, c'est un retour. Cette rhétorique de la légitimité héritée était sophistiquée, et elle fonctionnait, comme la suite allait le prouver. Ce qui est frappant, quand on regarde la vie de Zénobie avant qu'elle prenne le pouvoir en son propre nom, c'est la cohérence du projet. Chaque élément s'emboîte dans l'autre. L'éducation polyglotte qui lui permet de gouverner un empire multiethnique. La présence militaire aux côtés d'Odena qui lui donne une crédibilité auprès des soldats. La maternité stratégique qui lui fournit le prétexte juridique de la régence. La cour intellectuelle qui lui donne un prestige culturel que les empereurs romains de l'époque, trop occupés à se poignarder mutuellement, n'avaient plus le temps de cultiver. Et les revendications dynastiques qui lui offrent une légitimité narrative. Est-ce que tout cela était planifié depuis le début? Probablement pas avec autant de précision. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle avait l'intelligence de saisir chaque opportunité qui se présentait et de la transformer en briques supplémentaires pour l'édifice qu'elle construisait. Et cet édifice, on allait bientôt le voir, était beaucoup plus grand que ce que quiconque avait imaginé. En 267 ou 268 après Jésus-Christ, les sources divergent sur la date exacte, Odena et son fils aîné Hérode furent assassinés. Pas sur un champ de bataille, pas par un ennemi perse ou romain. Ils furent tués lors d'un banquet, par un membre de leur propre entourage, un cousin nommé Maeonius, dont les motivations restent floues et contradictoires selon les textes qui nous sont parvenus. Maeonius fut lui-même exécuté peu après, emportant dans sa mort les véritables raisons de son geste. Et voilà que s'ouvre l'un des mystères les plus troublants de toute cette histoire. Qui voulait vraiment la mort d'Odena? Et qui avait le plus à gagner de sa disparition? La réponse évidente, celle que certains historiens antiques ont formulée à demi-mot et que quelques modernes ont reprise avec plus d'audace, pointe vers Zénobie. Le raisonnement est simple. Avec Odena vivant, elle était une reine consort, puissante, mais secondaire. Avec Odena mort et son fils Vabalat encore enfant, elle devenait régente, c'est-à-dire détentrice réelle du pouvoir. Le mobile existe. L'opportunité aussi, puisque l'assassin était de la famille. Et il faut admettre que la rapidité avec laquelle elle a consolidé son pouvoir après les meurtres suggère quelqu'un qui avait réfléchi à ce scénario, sinon qui l'avait préparé. Mais voilà ce que je vous demande de garder en tête. Nous ne savons pas. Vraiment pas. Les preuves sont inexistantes, et les accusations viennent de sources romaines qui avaient toutes les raisons de peindre cette femme en meurtrière froide et calculatrice. L'incertitude fait partie de l'histoire, et cette incertitude dit elle-même quelque chose d'important. Ce qui est certain, c'est ce qui se passa dans les semaines et les mois qui suivirent les assassinats. Zénobie prit le contrôle de Palmyre avec une efficacité qui coupe le souffle. Elle sécurisa les loyautés militaires, neutralisa les éventuelles oppositions internes et se fit reconnaître comme régente au nom de son jeune fils. Elle ne demanda pas la permission à Rome. Elle ne sollicita pas l'investiture impériale. Elle prit. Et Rome, trop occupée par ses propres crises internes, laissa faire. C'était une erreur. Une de ces erreurs qui semblent anodines sur le moment et qui changent le cours de l'histoire. Mais ici est où la personnalité de Zénobie se révèle dans toute sa complexité. Une régente ordinaire, dans sa position, aurait géré l'héritage de son mari, aurait maintenu Palmyre dans son rôle de puissance régionale loyale à Rome, encaissé les bénéfices de cette loyauté et préparé son fils à prendre le pouvoir à sa majorité. C'était le script. C'était ce que le monde attendait d'elle. Zénobie jeta ce script au feu. Parce qu'elle n'était pas là pour maintenir quelque chose. Elle était là pour construire quelque chose que personne avant elle n'avait osé imaginer depuis cette région du monde.
Pour comprendre ce qui l'a poussée à agir comme elle l'a fait, il faut regarder la situation de Rome en 268 et 269. L'Empire traversait ce qu'on pourrait appeler sa décennie la plus chaotique. Les empereurs se succédaient à un rythme qui défie la raison. Claude le Gothique, Quintille, Aurélien, chacun montant sur le trône dans le sang et l'urgence, chacun immédiatement absorbé par les menaces qui pressaient de toutes parts. Les frontières du Nord étaient en feu. Les ressources militaires romaines étaient étirées au maximum. Et l'Orient, ce vaste territoire que Palmyre était censé garder, se retrouvait dans un vide de puissance que Zénobie voyait aussi clairement qu'une carte étalée devant elle. Rome ne pouvait pas défendre ses provinces orientales. La question n'était pas de savoir si quelqu'un allait les prendre. La question était de savoir qui. Zénobie décida que ce serait elle. Et pour cela, elle s'appuya sur quelque chose qu'Odéna avait construit, mais jamais pleinement exploité. Une armée palmyrénienne de haut niveau. Les cavaliers cataphractaires de Palmyre, des guerriers entièrement recouverts d'armures métalliques, montés sur des chevaux également blindés, étaient parmi les combattants les plus redoutables de l'Antiquité. Ce n'était pas une force de milice locale, c'était une machine de guerre professionnelle, entraînée et équipée pour affronter les meilleures armées du monde. Zénobie la connaissait intimement, pour l'avoir côtoyée pendant des années aux côtés d'Odéna. Et elle allait maintenant la déployer pour son propre compte. Elle choisit comme commandant en chef un général du nom de Zabaï, et surtout, elle s'entoura d'un état-major de qualité exceptionnelle. Son conseiller intellectuel, Longin, jouait un rôle politique et diplomatique crucial, rédigeant les communications officielles avec Rome et avec les autres puissances de la région, dans un style qui combinait l'autorité et la sophistication. Zénobie elle-même supervisait les décisions stratégiques avec une implication directe que ses généraux, selon les sources, respectaient profondément. Elle n'était pas une reine qui envoyait ses hommes se battre depuis un palais confortable. Elle était présente. Elle chevauchait avec ses troupes. Elle partageait leurs conditions. Et cette présence physique dans les campagnes militaires construisait une loyauté qui allait au-delà de la simple obéissance hiérarchique. Et puis il y a quelque chose que l'histoire populaire oublie presque toujours. La conquête que Zénobie allait entreprendre n'était pas perçue par tout le monde comme une agression illégitime. Dans les provinces qu'elle ciblait, notamment en Égypte, il y avait des populations qui souffraient de l'instabilité romaine, de la pression fiscale écrasante et de la violence des soldats mal payés et incontrôlés. Quand Zénobie se présentait comme l'héritière de Cléopâtre, comme une souveraine qui apporterait l'ordre et la prospérité, elle trouvait des oreilles réceptives. Elle ne conquérait pas seulement par la force des armes, elle conquérait aussi par la promesse d'un autre ordre, d'une autre façon de gouverner. C'est la marque des conquérants qui durent. Ils donnent aux vaincus une raison de vouloir être conquis. Ce que Zénobie avait compris et que Rome avait oublié dans ces décennies de chaos interne, c'est que le pouvoir ne se réduit jamais à la force brute. Il se construit aussi dans les têtes et dans les cœurs de ceux sur qui on l'exerce. En 270 après Jésus-Christ, Zénobie fit quelque chose que personne n'attendait. Elle envoya son général Zabaï en Égypte à la tête d'une armée palmyrénienne. Pas pour aider Rome, pas pour repousser une menace perse, pour conquérir, pour prendre. L'Égypte, la province la plus riche de l'Empire romain, le grenier qui nourrissait la ville de Rome, la terre des pharaons et de Cléopâtre, allait tomber aux mains d'une reine du désert syrien en quelques semaines à peine. Et Rome, stupéfaite, ne put que regarder. La campagne d'Égypte est un chef-d'œuvre de rapidité et de préparation. Zabaï ne progressait pas en territoire inconnu. Palmyre entretenait depuis des décennies des relations commerciales et diplomatiques avec l'Égypte, et Zénobie avait préparé le terrain bien avant que les premières troupes ne bougent. Elle avait des contacts, des alliés potentiels, une connaissance précise des défenses locales et de leur état de délabrement. Le gouverneur romain d'Égypte, Thénagino Probos, tenta de résister.
Il fut défait, capturé et exécuté. En quelques semaines, Alexandrie, la deuxième ville du monde romain, la cité fondée par Alexandre le Grand, le centre intellectuel et commercial de la Méditerranée orientale, était palmyrénienne. C'était un coup d'une audace absolue, et il avait parfaitement fonctionné. Mais Zénobie ne s'arrêta pas là. Et c'est ici que son projet révèle sa véritable ambition. Après l'Égypte, ses armées poussèrent vers le nord, en direction de l'Anatolie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Province après province, les garnisons romaines, sous-effectifs et mal ravitaillées, se retrouvèrent face à un choix simple. Résister et être écrasés, ou se soumettre et continuer à fonctionner sous la nouvelle autorité. Beaucoup choisirent la deuxième option. Antioche, l'une des plus grandes villes de l'Orient romain, tomba dans son giron. La Syrie entière était déjà sous son contrôle. En l'espace de 3 ans, Zénobie contrôlait un territoire qui s'étendait de l'Égypte au sud jusqu'aux côtes de l'Anatolie au nord, et de la Mésopotamie à l'est jusqu'aux portes de l'Europe à l'ouest. Un tiers de l'Empire romain. Peut-être plus. Il faut s'arrêter sur les chiffres, parce que les mots seuls ne suffisent pas à rendre compte de l'échelle de ce qu'elle avait accompli. L'Empire romain à son apogée couvrait environ 5 millions de kilomètres carrés. Ce que Zénobie contrôlait désormais représentait probablement 1,5 million à 2 millions de kilomètres carrés de ce total. Des dizaines de millions d'habitants, des économies entières, des routes commerciales vitales, des ressources agricoles irremplaçables. Elle ne gérait pas une principauté du désert, elle gérait un empire. Et elle le gérait avec une administration sophistiquée, en maintenant les structures locales en place, en respectant les pratiques religieuses des populations conquises, en se comportant exactement comme le font les conquérants intelligents qui veulent que leur conquête dure. Et puis il y a le geste politique le plus provocateur de toute cette séquence. Zénobie fit frapper des pièces de monnaie. Des pièces à l'effigie de son fils Vabalate, certes, la fiction juridique de la régence était maintenue, mais aussi des pièces qui la représentaient elle-même avec le titre d'Augusta. Augusta. C'était le titre des impératrices romaines. C'était le titre qui appartenait à l'épouse ou à la mère de l'empereur de Rome. En se l'appropriant, Zénobie ne disait pas qu'elle était indépendante de Rome. Elle disait quelque chose de beaucoup plus radical. Elle disait qu'elle était l'égale de Rome. Que son empire n'était pas une rébellion ou une sécession, mais une puissance souveraine qui se plaçait au même niveau que l'empire dont il s'était détaché. C'était une déclaration de guerre habillée en déclaration de dignité. Rome réagit d'abord avec une étrange modération. L'empereur Aurélien, qui venait de prendre le pouvoir en 270, avait trop à faire sur les fronts du nord pour se retourner immédiatement vers l'est. Il y eut des échanges diplomatiques, des lettres, des tentatives de négociation. Zénobie répondit avec une politesse glaciale et continua d'étendre son territoire. C'était du temps gagné, et elle le savait. Chaque mois supplémentaire lui permettait de consolider son administration, de renforcer ses défenses, d'approfondir les loyautés des populations qu'elle gouvernait. Elle jouait une course contre la montre, et elle le savait aussi. Il y a une question que je veux poser ici, parce qu'elle me hante depuis que j'ai plongé dans cette histoire. Qu'est-ce que Zénobie voulait vraiment ? Était-ce simplement du pouvoir pour le pouvoir ? Une ambition personnelle déguisée en projet politique ? Ou y avait-il quelque chose de plus profond ? Une vision d'un ordre différent ? D'un Orient qui ne serait plus le vassal de Rome, mais son égal ou son successeur ? Les sources ne nous permettent pas de répondre avec certitude, mais certains indices sont suggestifs. Sa cour était un lieu de débat philosophique et intellectuel d'une intensité remarquable. Longin et les autres penseurs qu'elle avait attirés à Palmyre n'étaient pas là pour distraire une reine oisive. Ils participaient à l'élaboration d'une vision du monde, d'une légitimité idéologique pour l'empire qu'elle construisait. Elle ne voulait pas juste prendre la place de Rome, elle voulait proposer autre chose.
Ce qui est indéniable, c'est la qualité de son gouvernement dans les territoires qu'elle contrôlait. L'Égypte sous Zénobie continua de fonctionner. Les impôts furent collectés, les routes maintenues, les conflits locaux arbitrés. Elle ne saigna pas ses nouvelles provinces comme Rome le faisait depuis des décennies, avec une fiscalité de plus en plus prédatrice. Elle se comporta en souveraine qui avait intérêt à ce que ses sujets prospèrent, parce qu'elle comprenait ce que beaucoup d'empereurs romains de son époque semblaient avoir oublié. Qu'un empire n'est pas une mine qu'on épuise, c'est un organisme vivant qu'on cultive. Si tout cela vous semble familier, c'est parce que les bons dirigeants, qu'ils gouvernent des empires antiques ou des entreprises modernes, appliquent tous la même logique fondamentale. On ne construit pas quelque chose qui dure en prenant tout et en ne donnant rien. Et Zénobie, à ce stade, était en train de construire quelque chose qui semblait vouloir durer. Imaginez la carte du monde romain au début des années 270. À l'ouest, Rome et ses provinces européennes, épuisées, saignées par des décennies de guerres civiles et d'invasions barbares. Au centre, une péninsule italienne qui avait perdu de sa superbe, dont les routes se dégradaient et dont les greniers dépendaient de plus en plus de l'approvisionnement extérieur. Et à l'est, une tache qui s'étend, qui grossit, qui recouvre l'Égypte, la Syrie, la Palestine, l'Arabie, l'Anatolie. Cette tache, ce n'est pas Rome, c'est Palmyre, c'est Zénobie. Et quand on regarde cette carte avec les yeux de quelqu'un qui vivait à cette époque, la conclusion s'impose avec une clarté brutale. Il y a deux empires maintenant. Et l'un d'eux est gouverné par une femme depuis une cité au milieu du désert. Palmyre à son apogée sous Zénobie était quelque chose que l'histoire a du mal à catégoriser proprement. Ce n'était pas un empire barbare qui avait arraché des territoires à une puissance civilisée. C'était une civilisation sophistiquée qui avait pris le contrôle de territoires que Rome ne pouvait plus administrer correctement. Les institutions romaines y fonctionnaient toujours, les lois, les magistratures, les structures administratives locales. Mais au sommet de tout cela se trouvait désormais Zénobie, avec ses titres orientaux et ses ambitions méditerranéennes. Incarnant cette fusion unique entre le monde arabe, le monde grec et le monde romain, qui avait toujours été l'identité profonde de Palmyre. Elle ne détruisait pas ce qu'elle prônait, elle le transformait à son image. Sa cour à Palmyre était devenue l'un des centres intellectuels les plus brillants du monde antique. Longin, son conseiller philosophe, y régnait sur des débats qui mêlaient le néoplatonisme grec, la théologie orientale et la rhétorique politique romaine. Des érudits venaient de tout l'Empire, attirés par la réputation d'une souveraine qui non seulement tolérait la pensée libre, mais la finançait et y participait. Zénobie elle-même avait commencé la rédaction d'une histoire de l'Orient, en grec, qui ne nous est malheureusement pas parvenue. Elle recevait des délégations de toutes les religions présentes dans son empire, chrétiens, juifs, adeptes des cultes orientaux, avec une politique de tolérance religieuse qui tranchait radicalement avec les persécutions intermittentes que Rome imposait à certaines de ses communautés. Ce n'était pas de l'idéalisme, c'était de la politique intelligente. Une population qui peut pratiquer sa religion sans crainte est une population qui n'a pas de raison de se révolter. Et puis, il y a la proclamation. Le moment où Zénobie franchit la ligne qu'elle avait jusqu'alors évité de franchir trop explicitement. Elle fit proclamer son fils, Vabalate Auguste, l'équivalent masculin du titre impérial romain, et elle-même Augusta, dans une formulation qui ne laissait plus aucune ambiguïté sur ses intentions. Elle ne prétendait plus gouverner au nom de Rome ou dans le cadre d'une délégation d'autorité impériale. Elle se plaçait à égalité avec l'empereur romain, voire au-dessus de lui dans les territoires qu'elle contrôlait. C'était la rupture définitive, formulée non pas comme une rébellion émotionnelle, mais comme une revendication juridique et dynastique mûrement réfléchie. Et en formulant cette revendication, elle savait exactement ce qu'elle déclenchait. Ce qu'on sous-estime souvent dans l'histoire de l'empire de Palmyre, c'est sa dimension économique.
Zénobie contrôlait désormais les routes commerciales les plus lucratives du monde antique. La route de la soie passait par ses territoires. Le commerce entre l'Inde et la Méditerranée transitait par ses ports et ses caravanes. L'Égypte, sous son contrôle, produisait le blé dont dépendait Rome. Elle tenait les cordons de la bourse de l'économie mondiale de l'époque, avec une précision qu'aucun stratège économique moderne n'aurait désavouée. Et elle avait commencé à en tirer les conséquences logiques. Les taxes et les droits de douane qui coulaient autrefois dans les caisses de Rome alimentaient maintenant ses propres finances, finançant ses armées et sa cour. C'était une guerre économique autant que militaire, et elle la gagnait. Mais il y avait des fissures que Zénobie voyait probablement, même si elle ne pouvait pas encore mesurer leur profondeur. Son empire était immense, mais sa base de puissance originelle restait Palmyre, une cité, aussi riche et sophistiquée soit-elle, avec des ressources humaines et matérielles fondamentalement limitées. Elle gouvernait des dizaines de millions de personnes avec une administration centrale qui n'avait pas été conçue pour cette échelle. Les populations égyptiennes, anatoliennes, syriennes qu'elle administrait n'étaient pas uniformément loyales. Certaines avaient accueilli sa conquête avec soulagement. D'autres attendaient de voir si la nouvelle autorité serait vraiment meilleure que l'ancienne. Et la loyauté conditionnelle est toujours une loyauté fragile, surtout quand un adversaire puissant commence à se préparer à frapper. Cet adversaire puissant, c'était Aurélien. Et au moment où Zénobie proclamait ses titres impériaux et célébrait l'apogée de son empire, Aurélien était en train de finir de régler ses affaires en Europe. Il avait repoussé les Alamans, consolidé le front du Danube, repris en main un empire occidental qui partait en lambeaux. C'était un soldat d'une efficacité terrifiante, un homme qui avait gravi les échelons de l'armée romaine à force de victoires et de brutalité calculée, et qui avait maintenant les mains libres pour se tourner vers l'Est. Zénobie le savait. Elle avait des informateurs, des réseaux diplomatiques, une intelligence politique suffisante pour comprendre que la fenêtre de tranquillité dont elle avait bénéficié était en train de se fermer. La question n'était plus de savoir si Rome allait répondre. La question était de savoir si elle avait eu assez de temps pour construire quelque chose d'assez solide pour résister. Il y a quelque chose de vertigineux à contempler l'empire de Palmyre à ce moment précis de son existence. Quelques années auparavant, Zénobie était la veuve d'un roi régional, régente d'un enfant, gouvernant une cité-État prospère mais géographiquement marginale. Maintenant, elle présidait à l'un des empires les plus étendus du monde connu, depuis un palais où se débattaient les grandes questions philosophiques de l'époque, avec une armée aguerrie et une administration fonctionnelle. C'était l'une des ascensions les plus spectaculaires et les plus rapides que l'histoire antique nous ait léguées. Et comme toutes les ascensions spectaculaires, elle portait en elle-même les germes de sa propre fragilité. Parce que construire vite, c'est aussi construire sur des fondations qu'on n'a pas eu le temps de tester. Et les fondations de l'empire de Palmyre allaient bientôt être testées par quelqu'un qui ne pardonnait jamais. Il y a des moments dans l'histoire où deux forces d'une magnitude comparable entrent en collision, et où le résultat n'est pas écrit d'avance. 272 après Jésus-Christ est l'un de ces moments. D'un côté, Zénobie, reine d'un empire qui couvre un tiers du monde romain, avec une armée aguerrie, une administration solide et une légitimité construite sur plusieurs années de gouvernement efficace. De l'autre, Aurélien, l'homme que ses propres soldats appelaient « la main sur l'épée », un général qui n'avait jamais perdu une campagne et qui considérait la reconquête de l'Orient non pas comme une option politique, mais comme une obligation morale envers Rome. Ces deux-là allaient se rencontrer. Et la collision allait être totale. Aurélien mérite qu'on s'y arrête, parce qu'on ne comprend pas vraiment la chute de Zénobie sans comprendre qui elle avait en face d'elle. Il était né dans une famille obscure, probablement en Dacie ou en Mésie, les provinces balkaniques de l'Empire. Pas d'aristocratie, pas de connexion familiale, pas de fortune héritée.
Ce qu'il avait, c'était une capacité militaire, d'une précision et d'une brutalité qui lui avaient valu, grade après grade, une réputation qui précédait ses armées. Il avait sauvé Rome des Alamans quand ils avaient défoncé les frontières du Nord et s'étaient répandus en Italie. Une menace que personne avant lui n'avait su arrêter. Il avait reconstruit les murs de Rome, ces murs colossaux qui existent encore partiellement aujourd'hui, parce qu'il était assez lucide pour comprendre que la capitale de l'Empire ne pouvait plus se permettre de se croire invulnérable. C'était un homme qui voyait la réalité telle qu'elle était, sans illusion et sans sentimentalisme. Quand Aurélien se tourna enfin vers l'Est au printemps 272, il ne le fit pas dans la précipitation ou la colère. Il le fit avec la méthodologie froide de quelqu'un qui a planifié chaque détail. Il reconstitua d'abord ses lignes de ravitaillement, s'assura de la loyauté de ses flancs et avança en Anatolie avec une force qui comprenait des légions renforcées, de la cavalerie lourde et les contingents des alliés qu'il avait soigneusement rassemblés en chemin. Les villes anatoliennes qui s'étaient soumises à Zénobie ne résistèrent pas longtemps devant lui. Beaucoup ouvrirent leurs portes sans combattre, ce qui dit quelque chose sur la profondeur réelle des loyautés que Zénobie avait construites dans ces territoires périphériques de son empire. Ce n'était pas de la trahison, c'était simplement que ces populations avaient choisi la puissance la plus proche au moment où Zénobie était la plus proche. Maintenant qu'Aurélien était là, elle faisait le même calcul. La première confrontation militaire décisive eut lieu près d'Imaé, en Syrie, non loin d'Antioche. C'est ici qu'on voit le génie tactique des deux camps, et aussi les limites structurelles de l'armée palmyrénienne. Zénobie avait une cavalerie cataphractaire exceptionnelle, ces cavaliers blindés de la tête aux pieds qui chargeaient comme un mur d'acier et que presque rien ne pouvait arrêter en charge frontale. Aurélien le savait. Alors il fit quelque chose d'apparemment contre-intuitif. Il ordonna à sa propre cavalerie de fuir devant la charge palmyrénienne, de battre en retraite, de laisser les cataphractaires charger dans le vide, s'épuiser, s'échauffer sous le soleil de Syrie dans leurs armures pesantes. Et quand les cavaliers palmyréniens, exténués et désorganisés, ralentirent leur avance, la cavalerie romaine fit demi-tour et les frappa sur les flancs. C'était l'équivalent antique de laisser l'adversaire épuiser son attaque la plus puissante avant de contre-frapper. Propre, efficace, dévastateur. La bataille d'Imaé fut une défaite pour Palmyre. Pas une déroute totale, pas la fin de la guerre, mais une défaite suffisamment sévère pour contraindre les forces palmyréniennes à se replier vers le sud, vers Émèse, l'actuelle Homs, pour une seconde confrontation. La bataille d'Émèse reproduisit un schéma similaire, avec des variantes tactiques, et se termina par une nouvelle victoire romaine. Zénobie, qui avait combattu à cheval aux côtés de ses troupes selon certaines sources, se retrouvait maintenant dans une position qu'elle n'avait probablement jamais vraiment envisagée. En retraite, poussée vers Palmyre, avec une armée diminuée et un ennemi qui ne s'arrêterait pas. Le siège de Palmyre fut la séquence la plus cruelle de toute cette histoire. Aurélien encercla la cité avec une efficacité méthodique, coupant ses lignes d'approvisionnement, neutralisant les tentatives de percée, installant son camp avec la patience de quelqu'un qui sait que le temps joue pour lui. À l'intérieur des murs, Zénobie faisait ce que font les bons commandants acculés. Elle cherchait des issues diplomatiques en parallèle de la résistance militaire. Elle envoyait des émissaires à Aurélien. Les négociations furent tendues, complexes et finalement infructueuses. Aurélien exigeait une reddition sans condition. Zénobie n'était pas prête à l'accepter, pas encore. Elle cherchait une troisième voie, une porte de sortie que la situation géographique et politique semblait peut-être encore laisser entr'ouverte. Cette porte de sortie, c'était la Perse. Les Sassanides, ennemis traditionnels de Rome, avaient toutes les raisons de vouloir que Palmyre survive comme État tampon. Si Zénobie pouvait atteindre leur territoire, obtenir des renforts, revenir avec une armée reconstituée, la guerre n'était peut-être pas terminée. C'était un pari risqué, presque désespéré, mais c'était le seul pari qui restait. Elle quitta Palmyre en secret, à cheval, en direction de l'Euphrate. Elle n'avait pas encore abandonné. Elle cherchait encore une façon de retourner la situation. Et pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, l'issue de cette histoire resta suspendue dans l'incertitude, quelque part entre le désert syrien et les rives du grand fleuve mésopotamien.
Ce qui me frappe, quand je reconstitue cette séquence, c'est la symétrie presque tragique de ce moment. Aurélien était aussi déterminé qu'elle, aussi intelligent, aussi capable de faire des choix difficiles sans se laisser paralyser par l'émotion. Il avait construit sa carrière sur exactement les mêmes fondations qu'elle. La volonté, l'intelligence tactique, la capacité à lire une situation et à frapper au bon moment. Dans un monde différent, dans des circonstances différentes, ils auraient pu être des alliés. Ils auraient pu construire quelque chose ensemble. Mais l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Elle met les gens dans des cases, leur assigne des rôles, et les force à les jouer jusqu'au bout. Aurélien était Roma. Zénobie était l'autre chose. Et entre les deux, il n'y avait pas de place pour la nuance. Elle n'arriva jamais en Perse. Les cavaliers d'Aurélien la rattrapèrent sur les rives de l'Euphrate, alors qu'elle s'apprêtait à traverser le fleuve sur une embarcation. Les détails précis de sa capture varient selon les sources. Certaines disent qu'elle fut interceptée sur l'eau, d'autres qu'elle fut arrêtée sur la berge orientale, avant même d'avoir pu atteindre le territoire sassanide. Ce qui est constant dans tous les récits, c'est l'image finale. Zénobie, reine d'un empire qui avait fait trembler Rome pendant 3 ans, prisonnière. L'empire de Palmyre s'était effondré en quelques semaines, et celle qu'il avait construit se retrouvait maintenant entre les mains de l'homme qu'elle avait défié, avec une audace que personne avant elle n'avait osée. Pendant ce temps, à Palmyre, la nouvelle de sa capture produisit l'effet qu'on pouvait prévoir. La résistance s'effondra. La ville négocia sa reddition avec Aurélien, qui entra dans la cité sans avoir à la prendre de force. Il se montra d'abord relativement clément. Les habitants furent épargnés, les structures de la ville préservées. Aurélien avait besoin de Palmyre fonctionnelle, pas de Servine. Il voulait montrer que Rome ne détruisait pas ce qu'elle reconquérait, qu'elle restaurait l'ordre. C'était de la politique autant que de la magnanimité. Mais cette clémence initiale allait être de courte durée, pour des raisons que l'histoire a retenues avec une précision brutale. Une révolte éclata à Palmyre peu après le départ initial d'Aurélien. Les habitants, peut-être encouragés par des factions qui espéraient encore renverser la situation, massacrèrent la garnison romaine laissée sur place. C'était une erreur fatale. Aurélien fit demi-tour avec une vitesse qui ne laissait aucun doute sur sa détermination, et cette fois, il ne fit pas preuve de clémence. Palmyre fut pillée, ses richesses accumulées pendant des siècles de commerce mondial, dispersées dans les coffres de Rome et dans les mains de ses soldats. La cité qui avait été l'un des joyaux de l'Antiquité ne se releva jamais vraiment de ce sac. La ville qui avait incarné la rencontre des civilisations, le carrefour du monde, fut réduite à une ombre d'elle-même. Ce n'est pas Zénobie qui détruisit Palmyre. C'est la révolte de ceux qu'elle avait laissés derrière elle. Mais revenons à Zénobie, prisonnière, amenée à Aurélien. Parce que ce qui se passe ensuite est l'un des moments les plus fascinants et les plus controversés de toute cette histoire. Il y eut un procès, ou quelque chose qui y ressemblait. Des interrogatoires, des confrontations, des accusations formulées et des réponses données. Et Zénobie déploya dans cette situation une stratégie de survie d'une sophistication remarquable. Elle rejeta la responsabilité de ses décisions militaires et politiques les plus provocatrices sur ses conseillers, et notamment sur Longin. Elle prétendit avoir été manipulée, guidée par des hommes qui l'avaient poussée à des actions qu'elle n'aurait pas prises seule. C'était une position humiliante pour quelqu'un qui avait gouverné avec l'autorité absolue qu'elle avait exercée. Mais c'était aussi la position qui lui sauvait la vie. Longin, lui, ne se défendit pas de la même façon. Face à ses juges romains, le philosophe maintint sa dignité jusqu'au bout, assumant ses responsabilités avec la sérénité d'un homme qui avait passé sa vie à réfléchir à la mort et à ce qu'elle signifiait. Il fut exécuté. Son sang, selon certaines sources, pesa lourd dans la conscience de Zénobie pendant les années qui suivirent. Elle avait survécu en le sacrifiant, au moins partiellement. Et même si la survie était sa seule option rationnelle dans cette situation, le coût humain de ce choix ne pouvait pas être effacé par la logique politique. C'est l'un des moments où l'histoire de Zénobie cesse d'être un récit de triomphe ou de défaite
et devient quelque chose de plus profond et de plus inconfortable. Aurélien décida de l'emmener à Rome pour son triomphe. Et c'est ici que nous revenons à la scène que j'ai décrite au tout début de cette histoire. Le défilé triomphal de 274, où Zénobie marcha dans les rues de Rome, enchaîné en or, la tête haute, devant une foule qui s'attendait à voir une ennemie vaincue et humiliée. Ce qu'elle offrit à la place, c'est quelque chose que Rome n'avait pas prévu et qu'elle ne pouvait pas contrôler. Une présence. Une dignité physique et morale qui refusait de jouer le rôle de la vaincue pitoyable. Les chaînes en or qu'Aurélien lui avait imposées, un détail qui a fasciné les historiens depuis des siècles, était peut-être sa façon à lui de reconnaître, sans jamais le dire explicitement, qu'il n'avait pas affaire à une prisonnière ordinaire. On n'enchaîne pas en or quelqu'un qu'on méprise vraiment. Le sort de Palmyre comme entité politique était scellé. L'empire qu'elle avait construit en 3 ans avait duré en tout à peine une décennie, si on compte les années de préparation sous Odenna. C'était extraordinairement court. Et pourtant, ce n'était pas rien. Elle avait prouvé que les empires ne sont pas éternels, que les puissances dominantes ont des failles, et qu'une volonté suffisamment déterminée, combinée à une intelligence politique exceptionnelle, peut construire quelque chose d'immense à partir de presque rien. L'empire de Palmyre était mort, mais Zénobie, elle, était encore vivante. Et ce fait, cette survie dans un monde où les ennemis vaincus de Rome finissaient généralement étranglés dans une prison ou décapités en public, est en lui-même l'un des aspects les plus intrigants de toute cette histoire. Pourquoi Aurélien la laissa-t-il vivre ? Les réponses possibles sont multiples, et aucune n'est entièrement satisfaisante. Peut-être parce que la tuer aurait fait d'elle une martyre, une figure dont la mort aurait alimenté des rébellions futures dans les provinces orientales qu'il venait laborieusement de reconquérir. Peut-être parce qu'il reconnaissait en elle une grandeur qu'il ne pouvait pas se résoudre à effacer complètement. Peut-être, plus prosaïquement, parce qu'elle avait été suffisamment habile dans sa défense pour lui fournir les justifications juridiques nécessaires à une clémence qu'il voulait de toute façon exercer. La vérité est probablement quelque part entre tout cela. Ce qui est certain, c'est qu'elle survécut, et que ce qui l'attendait ensuite était quelque chose qu'elle n'avait certainement pas imaginé quand elle chevauchait à la tête de ses armées vers l'Égypte. Après le triomphe, après les chaînes en or et les regards silencieux de la foule romaine, Zénobie disparaît des grands récits de l'histoire. Pas de manière brutale, pas dans le sang ou le fracas d'une exécution publique. Elle disparaît doucement, absorbée par la machinerie sociale de Rome, avec une discrétion qui contraste violemment avec le bruit et la fureur des années précédentes. Aurélien lui accorda une villa à Tibur, l'actuelle Tivoli, à quelques kilomètres de Rome, dans cette zone résidentielle prisée par l'aristocratie romaine pour sa fraîcheur et ses jardins. Elle y vécut, selon les sources, comme une matrone romaine respectable. Elle reçut des visiteurs, participa aux cercles intellectuels de la capitale, et selon certains récits, se remaria avec un sénateur romain dont le nom ne nous est pas parvenu avec certitude. C'était une vie confortable. C'était aussi une cage dorée d'une sophistication absolue. Il faut s'arrêter sur ce dénouement, parce qu'il est profondément ambigu et profondément révélateur. Rome avait un problème avec Zénobie, qu'elle ne pouvait pas résoudre par la force. Elle ne pouvait pas l'exécuter sans en faire une martyre. Elle ne pouvait pas l'ignorer sans admettre qu'une femme avait défié son autorité, sans en payer le prix ultime. Alors elle fit quelque chose de plus subtil, et d'une certaine façon, de plus brutal. Elle l'intégra. Elle la transforma en romaine. Elle lui donna une vie agréable, dans le cadre exact de l'empire qu'elle avait tenté de détruire. Et ce faisant, elle effaça symboliquement la menace qu'elle avait représentée. C'est la plus vieille technique de neutralisation politique qui existe. Ne pas détruire l'ennemi, l'absorber. Lui donner assez pour qu'il n'ait plus de raison de se battre. Et se demander, en privé, si ce n'est pas lui qui a gagné, d'une certaine façon. Car voilà la question qui résiste à toute réponse simple. Est-ce que Zénobie a vraiment perdu ? Elle avait construit un empire qui avait duré le temps qu'il avait duré.
Elle avait gouverné un tiers du monde romain, avec une compétence que ses contemporains, même ses ennemis, avaient été obligés de reconnaître. Elle avait survécu à la défaite dans un monde où les vaincus mouraient, et elle avait survécu avec suffisamment de dignité pour que Rome elle-même n'ose pas l'humilier complètement. Et elle avait vécu, selon toute probabilité, jusqu'à un âge avancé, entourée d'une vie intellectuelle et sociale qui n'était pas sans résonance avec la cour brillante qu'elle avait présidée à Palmyre. Ce n'est pas la fin qu'elle avait imaginée, mais c'est une fin qui, dans les termes bruts de la survie, ressemble moins à une défaite totale qu'à une négociation forcée. Mais l'histoire de Zénobie ne se termine pas à Tibur. Elle se continue dans la mémoire, et c'est là que son vrai legs devient visible. Dans le monde arabe, son nom n'a jamais vraiment disparu. En Syrie, elle est une figure nationale d'une puissance symbolique extraordinaire. La reine qui a défié Rome, l'incarnation d'une civilisation orientale qui n'était pas inférieure à l'Occident, mais son égale, voire sa supérieure sur certains plans. Des rues portent son nom à Damas et dans d'autres villes syriennes. Des romans, des pièces de théâtre, des films ont raconté son histoire dans le monde arabophone depuis des générations. Elle est devenue quelque chose que les historiens romains auraient trouvé profondément ironique. Un symbole de résistance, précisément parce qu'elle a été vaincue, mais n'a pas été brisée. Dans la tradition occidentale, sa redécouverte a suivi des chemins plus tortueux. Les humanistes de la Renaissance la mentionnaient avec une fascination mêlée de malaise. Boccace lui consacra un chapitre dans son recueil de femmes illustres, la présentant comme un exemple de vertu et de force, mais aussi, inévitablement, comme une mise en garde contre l'excès d'ambition féminine. C'est le traitement qu'on réserve toujours aux femmes de pouvoir dans la tradition occidentale. Les admirer juste assez pour ne pas avoir à les ignorer, mais toujours trouver la façon de les présenter comme des exceptions, des anomalies, des curiosités historiques, plutôt que comme des modèles normaux de ce que le pouvoir peut être. Zénobie méritait mieux que ça. Et les historiennes et historiens contemporains commencent enfin à lui rendre ce qui lui est dû. Il y a un fil qui court de Palmyre jusqu'à aujourd'hui, et qu'on ne voit pas toujours clairement. Quand les féministes du XXe siècle cherchaient des précédents historiques de femmes ayant exercé un pouvoir réel et non délégué, non pas comme épouses ou régentes de façade, mais comme dirigeantes effectives avec une vision et une stratégie propres, Zénobie était là. Quand les mouvements d'indépendance du monde arabe cherchaient des figures historiques qui incarnaient une civilisation orientale souveraine et fière, Zénobie était là. Quand les philosophes politiques cherchaient des exemples antiques de gouvernements multiculturels, de tolérance religieuse pragmatique, d'administration d'un empire ethniquement divers, Zénobie était là. Elle est un personnage que chaque époque redécouvre à travers le prisme de ses propres questions, et qui à chaque fois a quelque chose à répondre. Si vous pensez que des histoires comme la sienne appartiennent à un passé révolu qui n'a plus rien à nous dire, permettez-moi de vous proposer une autre lecture. Zénobie a gouverné un empire multi-ethnique et multi-religieux avec une efficacité que ses contemporains romains, obsédés par leur propre centralité culturelle, étaient incapables d'atteindre. Elle a compris que la diversité, bien gérée, est une force et non une faiblesse. Elle a compris que la légitimité du pouvoir ne se réduit pas à la force militaire, mais se construit aussi dans les esprits et dans les récits qu'on propose aux populations qu'on gouverne. Elle a compris que la culture et l'intellect sont des instruments politiques d'une puissance comparable aux armées. Ces leçons ne sont pas antiques, elles sont d'une modernité brûlante. Alors voilà la question que je vous laisse, et je vous préviens qu'elle n'a pas de réponse facile. Zénobie était-elle une visionnaire qui a tenté de construire quelque chose de genuinement nouveau, un empire qui aurait pu être différent de Rome dans sa profonde? Ou était-elle simplement une pragmatique brillante qui a saisi une opportunité exceptionnelle et l'a exploitée jusqu'à ce que la mécanique impitoyable de l'histoire la rattrape? La réponse honnête, celle que l'examen attentif de cette vie impose, c'est que la distinction entre ces deux choses est peut-être moins nette qu'on voudrait le croire. Les plus grands personnages de l'histoire sont rarement purement l'un ou l'autre. Ils sont les deux à la fois, selon le moment,
selon la pression, selon ce que la situation exige. Et c'est précisément pour ça qu'ils nous fascinent encore. Parce qu'ils nous ressemblent. Parce que dans leurs contradictions, dans leur mélange d'ambition et de conviction, de calcul et de passion, on reconnaît quelque chose de profondément humain. Zénobie est morte depuis 18 siècles. Mais la femme qui a regardé Rome dans les yeux depuis son désert et a dit non, cette femme-là n'est jamais vraiment partie.